donc ce soir, alors déjà je suis très contente parce que la dernière fois je suis venue, je crois qu'il parlait des ateliers d'artistes, mais je me souviens même, parce que ça fait des années. Mais je me souviens très bien de la salle qui est belle, hein, vous avez la chance. Et donc ce soir, ma présentation donc, autour des masques, je l'ai imaginée avant d'avoir fait le 303 et avant le confinement, avant le premier confinement. Et évidemment, je n'avais pas du tout prévu que le virus s'étende comme ça. Et que j'étais très loin de penser que le masque, et le masque médical, allait prendre cette place-là dans nos vies. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que après ça se mélange, les confinements, etc. Mais au début, quand on a découvert le virus, on a beaucoup glosé sur ses origines animales. Pangolin, chauve-souris, et sur notre rapport à repenser avec le règne animal en général. Et donc moi j'étais en train de travailler, bizarrement cette genèse animale du virus s'est couplée à mes recherches sur les masques, et je me suis demandé pourquoi j'avais jamais questionné l'a priori suivant, qui était que les masques étaient pour moi des artefacts spécifiquement humains. Et alors je ne sais pas si vous connaissez cette philosophe éthologue qui s'appelle Vinciane Desprez, j'aime beaucoup. Je lisais un petit livre, Habiter en animaux, et là je me suis dit, ah mais c'est vrai que peut-être en fait on pourrait désaxer la méthodologie et se dire que, ou interroger, est-ce que les animaux, est-ce que eux aussi ils portent des masques? Et les végétaux, et les fleurs, pourquoi pas, est-ce qu'ils portent des masques? C'était une question mais que vraiment je ne m'étais jamais posée. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que oui. Donc j'ai décidé d'en faire mon introduction pour la présentation de ce soir, parce qu'effectivement le masque il est présent chez de nombreux animaux et végétaux. Ça porte un nom, on parle des espèces aposématiques, qui envoient par leur masquage un signal d'avertissement pour prévenir leurs ennemis, leurs assaillants, qui ne sont pas comestibles par exemple, qui sont parfois toxiques, hein, suivant les couleurs, ou alors pour des motifs exactement contraires, à savoir séduire l'autre. Donc premier exemple, les punaises rouges, punaises de feu qu'on appelle souvent gendarmes, parce que les couleurs et les motifs rappellent les habits rouges et noirs des gendarmes à partir de la fin du XVIIe siècle. Et donc on reconnaît souvent, puis on les voit bien les gendarmes, à cause des dessins sur leur carapace, donc un triangle noir, deux ronds, deux fois deux ronds, et nous, voilà, ça nous fait penser à des masques africains. On projette ça. Pour eux, c'est une façon de mimer l'aspect d'un animal plus gros qu'eux. Et donc ça effraie éventuellement leurs agresseurs. Alors il y a un artiste qui s'appelle Pascal Goët, artiste photographe qui travaille en macro-photographie, qui s'est penché sur cette particularité de certains insectes. Et donc là, je vous ai mis une série où cette capacité pour nous à voir des masques dans la parure chromatique de ces animaux, elle est très forte. Alors voilà ce qu'il dit, Pascal Goët. L'autre n'est pas forcément effrayant, la différence est forcément intéressante. Elle nous apprend à regarder tout d'abord et ressentir cette émotion qui nous envahit lorsque nos repères s'évanouissent. Et il travaille cette perte de repères, notamment par l'échelle. Hein. Vous voyez, il détourne ses photographies, ses macro-photographies, et il fait des grands tirages, relativement grands tirages, donc on est un peu perdu dans l'échelle de ces animaux, qui révèlent une beauté assez inattendue. Voilà, je vous fais défiler. C'est très esthétique, hein. Voilà, c'est très étonnant. Et ça peut nous rappeler des beautés qu'on appelle paréidoliques. La pareidolie, c'est quand on trouve une forme familière dans un paysage, dans un nuage, dans une tache, dans de la fumée, puisque notre cerveau il structure en permanence ce qu'on voit, notre environnement,
pour transformer les informations en objets connus. Donc voilà, nous, on voit des visages stylisés. Et puis, c'est vrai que ça pose plein de questions sur l'intention de l'animal. Voilà, ça c'est des questions trop complexes, mais pour mon intro. Autre cas, je voulais vous montrer celui des orchidées qu'on appelle du genre Ophrys, qui se reproduisent en sécrétant des phéromones sexuels qui attirent les mâles pollinisateurs. Déjà, ça c'est incroyable comme idée, qu'une plante puisse décider d'émettre ce type de substance, et en imitant la femelle qui écarte les ailes, comme vous le voyez là, sur le visuel. Donc le pollinisateur, il croit reconnaître une de ses congénères, il saisit la fleur en essayant de s'accoupler avec elle, et puis le pollen, vous le voyez là, se colle à sa tête, et il la transporte vers une autre fleur. Donc là, on parle de mimétisme morphologique pour ces plantes. Donc voilà, on a deux fonctions qui se dégagent de ces premières réflexions du masque dans ce prologue. Un masque de défense pour dissuader les prédateurs d'attaquer, et un masque de séduction pour être pollinisé. Et là, bon, j'ai pas d'explication, j'ai cherché, mais pour ces orchidées avec une tête de petit singe, je sais pas si elles se défendent, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'elles séduisent beaucoup les humains, parce qu'il y en a plein sur Internet qui circulent. Il y a beaucoup de ce type d'espèces, il y en a 18 au Mexique, en Amérique centrale, en Colombie, en Équateur, au Pérou, qui ont toutes des têtes de petits singes comme ça. Voilà, c'était mon prologue. Et je vais revenir vers l'art et commencer par une partie sur la modernité, puisque quand on regarde l'histoire de l'art depuis le XXe siècle, on voit énormément d'artistes, début XXe, s'emparer de la figure du masque, fin XIXe, début XXe siècle. Et donc, bon, il y a plusieurs explications à ça. Il y a peut-être une réaction au XIXe siècle qui voit l'invention d'un visage par la photographie. Et aussi, une chose à laquelle on ne pense pas souvent, par la commercialisation des miroirs, qui débute de manière démocratique au milieu du XIXe siècle. Et ça va faire apparaître pour la première fois dans l'histoire de l'humanité le visage des foules. Enfin, voilà, auparavant, le portrait, c'était quand même l'apanage des élites. Il y avait une minorité de personnes qui pouvaient avoir accès à son visage. Et c'est important de comprendre que la majorité des individus, jusqu'au milieu du XIXe siècle, ne connaissaient pas leur visage. Enfin, ils le voyaient dans un reflet de vitre, une flaque d'eau, mais c'était très furtif. Et ce qu'on constate à ce moment-là, et puis même au début de la photo, c'est qu'on essaie plutôt de figer l'identité par différents biais, notamment la religion, mais on essaie d'imaginer quelque chose de fixe pour bien identifier des catégories d'individus. Et puis, peu à peu, la photographie va révolutionner la représentation de soi. Donc il y a plein de gens qui vont commencer à se rendre dans les studios photos. Alors au début, il y a plein d'anecdotes assez drôles parce que tout le monde était habillé pareil pour aller faire ces séances qui étaient rares et quand même un peu chères. Et notamment, il y avait plein de mélanges de photos quand les gens revenaient chercher leurs portraits. Comme ils étaient tous, pour les hommes par exemple, habillés en complet noir, des fois ils prenaient la photo de quelqu'un d'autre, ils s'en rendaient pas tout de suite compte. Tellement il y avait une conformité des portraits. Et puis peu à peu, voilà, ça va changer. Évidemment, par rapport à aujourd'hui, ça a tellement changé. On est tellement devenu une société d'images, de doublure, de virtualisation. Mais la codification du portrait, la codification du visage, elle va s'assouplir. Et elle va aussi s'assouplir, y compris dans les studios photos, par le masque, par la mascarade, qui existe depuis beaucoup plus longtemps, mais qui va rentrer dans l'image photographique. Où on se défait, quand on se masque, d'une identité assignée, figée, et qu'on peut multiplier, on peut avoir une identité plurielle et plus souple. Donc ça se fait ressentir à la fin du XIXe siècle. Et je vais commencer, donc, on est à la toute fin, en 1890, par ce tableau de James Ensor, donc pionnier de l'art moderne,
qui a beaucoup travaillé les masques. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'œuvre de ce peintre. Donc, il a même une période qu'il appelle la période des masques, où il va multiplier les scènes comme celle-ci, étranges, grotesques, à partir de 1887. Ça va devenir une sorte de signature pour lui. Donc, souvent, les masques sont censés quand même cacher les véritables visages de ceux qui les portent, mais chez Ensor, c'est plus complexe. On a l'impression qu'il n'y a pas forcément d'être derrière les masques, ou alors que les masques sont des révélateurs de la personnalité des gens qu'ils représentent, et notamment de leur méchanceté, de leur travers. Voilà. Il utilise beaucoup ces mascarades à des fins de dénonciation. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Des spectateurs accumulés devant une scène, ou des acteurs, on ne sait pas, ou des marionnettes. Il y a 12 personnages qui nous observent, serrés, épaule contre épaule. Vous voyez la coupure dans la composition, donc à mi-corps, à hauteur de mi-corps, bassin. L'expression des visages paraît pour tous totalement outrés. Peut-être sauf au centre, où vous avez cet homme masqué, vêtu comme ce qu'on appelle un baron samedi. C'est un personnage du panthéon vaudou, assez inquiétant, en chapeau haute forme, visage inexpressif, bouche entrouverte et les yeux comme de trous. Donc voilà, c'est vraiment ce personnage qui divise la composition en deux. Donc il y a à droite un groupe qui est dominé par une espèce de squelette, vous voyez tout à droite. Et puis coiffé d'un chapeau de paille, il y a une femme en rouge qui se détache quand même au premier plan, avec une espèce de bébé ou de poupée, un peu désarticulée. Et puis de l'autre côté, vous avez une femme qui tient l'homme. Elle a ce qui semble être un bouquet de mariage sur la poitrine. Et puis une espèce d'air un peu extatique comme ça, un peu grotesque aussi. Donc on pense que c'est un mariage qui est mis en scène ici. Et puis à gauche vous avez des têtes un peu, c'est pas vraiment si c'est complètement des êtres vivants ou pas, un peu bancal comme ça. Il y a une tête qui est inspirée d'un masque japonais, mais voilà, cet ensemble est quand même assez énigmatique. Et puis il n'y a pas grand chose d'autre, vous voyez, il a tartiné un ciel nuageux derrière, et tout est très tassé. Donc je vous ai mis une citation de l'artiste. Traqué par les suiveurs, je me suis confiné joyeusement au pays solitaire de Narquoisie, où règne le masque, tout de violence, de lumière et d'éclat. Le masque me dit, fraîcheur de ton, décor somptueux, grands gestes inattendus, expression suraiguë, exquise turbulence. Il écrivait très bien, Ensor. Donc il dit aussi que le masque, pour lui, ça lui permet de déployer sa palette. Même si derrière, il n'y a pas que le plaisir esthétique d'un coloriste, très bon coloriste, mais aussi l'envie toujours d'exprimer un noyau autobiographique. Et là, on pense, les historiens d'art, ils disent ça, qu'il fait allusion au mariage raté de sa sœur, avec, qui s'appelait Mariette, avec un commerçant chinois, et qui transpose pour lui ce qui est de l'ordre de la tragédie familiale dans cette espèce d'union grotesque avec celui qu'il appelle le chinois, qu'il n'aime pas du tout, et qui serait peut-être ce baron samedi là au centre. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Ensor, et si vous êtes allé à Ostende visiter, mais c'est incroyable l'histoire de cet homme. Il a grandi, vécu dans une espèce de caverne d'Ali Baba, puisque ses parents avaient une boutique, mais étaient collectionneurs, je ne sais pas s'ils vendaient de trop. Il y avait plein de masques chez lui, plein d'animaux empaillés, et du coup, tout petit, lui, il a grandi là-dedans. Entre attraction et répulsion, je pense, parce que c'était complètement hallucinant, cet univers. Et il a reproduit cette maison tout au long de sa vie. Donc il a, comme un théâtre, rejoué l'univers de ses parents et sa chambre d'enfant, ce qui est quand même assez particulier. Et au-dessus de ça, à côté, il avait des corbeaux, des gros corbeaux empaillés.
ça devait être un peu angoissant. Hein. Mais voilà, jusqu'à sa mort, il a recréé ce décor dans les différentes maisons qu'il a habitées. Donc il a été très marqué par les masques. Donc j'avance pour vous montrer qu'effectivement c'est une période extrêmement riche, mais aussi parce que tous ces artistes de la modernité vont découvrir les arts non extra-européens par le biais du masque, par la collection du masque. Donc d'abord les artistes expressionnistes, et puis l'imaginaire des primitivistes, des fauvistes et aussi des cubistes va être complètement infusé. Alors là, vous avez une photo mythique de Picasso dans son atelier au Bateau Lavoir, mais j'aurais tout à fait pu vous mettre Braque, Brancusi, Matisse, Léger, parce qu'ils ont tous collectionné et se sont inspirés de sculptures africaines, des objets qui étaient un peu flous à l'époque, hein, tantôt classés dans des collections d'archéologie, tantôt classés dans des collections d'histoire naturelle et d'ethnographie. Et puis, progressivement, ces objets ont été promus au rang d'œuvres d'art à part entière. Donc lui, il dormait, parce qu'il y avait au Bateau Lavoir, il n'y avait qu'une pièce. Il dormait avec ses masques au-dessus de lui. Hein. Il dit qu'il y avait des soirs où il n'était même pas très rassuré, parce que je pense qu'il leur accordait encore une vertu un peu magique. Et puis, c'est là qu'il a puisé une de ses inspirations, des Demoiselles d'Avignon. Mais lui, toute sa vie, je vous ai mis quelques photos, il a multiplié, donc la collection de masques a continué toute sa vie, il a multiplié les portraits photographiques avec masques. Ici, vous avez un masque japonais en 1949. Là, il a fabriqué plutôt un masque en papier. Il est photographié par Duncan. Là, une tête en osier tressé, un taureau, donc avec une grande figure récurrente dans son œuvre. Et puis, là, Duncan, à nouveau, fait un portrait. Il rebondissait, Picasso, toujours sur n'importe quel événement du quotidien, n'importe quelle technique. Et il le prend en photo. Il fait une petite performance, Picasso, avec un dessin dont il troue les yeux. Et donc, Duncan le reprend en photo. Et puis, lui, après, il inverse. Donc, les yeux viennent se recoller sur le dessin du masque. Bon, voilà pour un exemple dans le cubisme, mais toujours dans le sillage de la modernité, les dadaïstes, ils vont aussi beaucoup s'intéresser aux masques. Donc je ne vous ai pas mis les plus connus, mais ici je voulais vous montrer quelques œuvres de Dada. Alors, lui, c'est Marcel Janco, qui connaissait Zara depuis le lycée, où il faisait une revue littéraire tous les deux. Il se retrouve en 1915 à Zurich et Janco sera le décorateur des spectacles qui se jouent au cabaret Voltaire. Donc il fabriquait pour les événements Dada des masques, des costumes, des décors. Et vous le voyez, vous le devinez peut-être, ces masques qui sont confectionnés à partir de bouts de carton, d'éléments de rebut, ce qui est très nouveau dans ce tout début de XXe siècle. Des journaux, des fils de fer, des ficelles, et ensuite ils étaient portés par des lecteurs qui venaient sur scène. Alors lecteurs c'était très engagé, de manifestes, de poèmes simultanés, mais il y avait aussi des danseurs, des chorégraphes, des danseurs qui étaient souvent des élèves de Labanne, Rudolf von Labanne. Son école était située en face du cabaret Voltaire, et donc des œuvres assez grotesques, ou très exagérées, qui allaient ouvrir le chemin au théâtre d'inspiration Dada. Et qui confirme, là encore, les liens entre le mouvement Dada et les arts extra-occidentaux à travers des moyens plastiques et scéniques très originaux, assez différents quand même du cubisme, avec un art d'attitude, où on a quand même un art global, avec une imbrication de la musique, du théâtre, de la danse, des arts plastiques, où l'improvisation, la spontanéité occupait une place importante. Donc ici, vous avez des costumes
de Sophie Teubert-Harp et de sa sœur, Erika Schlegel. Sophie avait découvert les poupées Kachina, qui l'avaient séduite par leurs motifs tout à fait abstraits et leur forme complètement essentialisée, et puis par leurs couleurs aussi. Donc il y a toute une série de dessins et de peintures, ici donc motif abstrait masque en 1917. Alors les poupées Kachina, elles arrivent aussi après, il y en a beaucoup dans les collections surréalistes, et elle les adapte, mais elle les reproduit aussi très directement. Donc là, elle les adapte, par exemple ce portrait de Hans Arp, elle fait dériver la figure de la poupée vers le volume sculpté, le bois sculpté, puis elle a fait aussi des têtes de modélistes un peu. Voilà une autre adaptation de motifs vus dans les poupées Kachina. Et une description de Zara sur cette photo qui est assez belle, comme un bohème un peu. Danse cubiste, costume de Janco, chacun sa grosse caisse sur la tête, bruit, musique, Zara en frac explique devant le rideau la nouvelle esthétique, poème, gymnastique, concert de voyelles, poème bruitiste, poème statique, arrangement chimique des notions, nouvelle interprétation, la folie subjective des artères, la danse du cœur sur les incendies et l'acrobatie des spectateurs. De nouveaux cris, la grosse caisse, piano, on se déchire les costumes de carton. Voilà pour une espèce d'évocation de ces soirées. Ces poupées Kachina, on va les retrouver dans les peintures d'une américaine, Georgia O'Keeffe, que vous connaissez peut-être. Il y a une grosse expo l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et celle-là s'appelle Cocopelli. Donc en fait, je ne sais pas si vous voyez les danses Kachina, mais donc il y avait des danseurs qui, à certaines temporalités précises de saison, incarnaient des choses agricoles, des phénomènes agricoles. Et ces danseurs fabriquaient des poupées pour que les enfants puissent garder avec eux toute l'année une expression de ces divinités, ces incarnations de divinités. Évidemment, après, ça a posé quand même pas mal de problématiques, puisque donc les Indiens Hopi et les Indiens Zuni, ils ne voulaient pas qu'on représente leur Kachina. Ils voulaient que ce soit réservé au rituel. Et que tous ces artistes qui ont acheté, copié et dérivé quelque part ces poupées masquées et costumées, les avaient pour eux trahis. Donc bon, voilà, ça parle de toute la vague de ce qu'aujourd'hui on appelle l'appropriation culturelle, qui est assez problématique. Mais dans l'expo d'ailleurs, il y avait des Kachinas et il y avait un cartel à côté qui expliquait ça. Parce qu'il y a eu plusieurs expositions problématiques aux États-Unis par rapport à ça. Donc voilà ces masques qui sont quand même très très inventifs. Donc les surréalistes les découvrent dès 1920. Et vous en achetez plein. Voilà. Là, je vous ai mis la collection personnelle de Jean Dubuffet. Une vitrine qui était au musée ethnographique de Genève. Lui aussi, un grand collectionneur de masques. Mais toutes ces appropriations dont je viens de parler, à l'époque, c'était pas du tout conscientisé. Il y avait vraiment une espèce d'appétit et d'envie de prendre sans trop de conscience politique derrière. Jean Dubuffet, qui a lui créé aussi pas mal de marionnettes, de petits théâtres, et de très très beaux masques. Donc là, vous avez Marionnette à Gaine et masque en 1936. Et je voulais vous montrer celui-là pour introduire d'autres masques de la collection Dubuffet. C'est un des premiers qui a découvert et exposé les créations de Pascal Désir Maisonneuve, qui était plutôt mosaïste de formation, brocanteur à Bordeaux, près de la place Mériadec. Il avait une petite boutique à côté du marché aux puces,
Et c'était là aussi comme les parents d'Ensor, c'était une vraie caverne d'Ali Baba. Il vendait pas trop de choses, mais par contre il accumulait beaucoup. Il vivait grâce à son travail de mosaïste, parce qu'il avait reçu les palmes académiques et en 28 même la récompense du meilleur ouvrier de France. Mais voilà, il continuait d'entasser. On le décrit comme quelqu'un d'un peu, de très haut en couleur, qui avait fréquemment maille à partir avec la police, parce qu'il avait des opinions anti-militaristes très fortes, et qu'il avait un perroquet, il avait dressé un perroquet, il se baladait comme ça, toujours avec son perroquet sur l'épaule, et il lui avait appris à dire « Ah bah la République, vive la Révolution !» Et donc dans sa boutique, il collecte, il rassemble des objets des quatre coins du monde. Donc il a beaucoup de masques qui l'ont inspiré, et beaucoup de coquillages. Et puis, un peu âgé, parce qu'il avait déjà, c'était en 1900, il avait 65 ans, non 62 ans, il commence à faire des créations sous forme de masques, mais qu'avec des coquillages exotiques chinés au puce. Donc les assemblages sont un peu pâteaux parfois. Il assemblait avec du plâtre, collait un peu vite, la va-vite. Et donc il commence cette série qu'il appelle Les Fourbes à travers l'Europe. Il y en a une quinzaine qui illustrent ces prises de position anarchistes, antimilitaristes, anticléricales. Donc là, vous voyez la reine Victoria, joufflue, hein, mais pas très engageante quand même, d'apparence. Avec sa couronne qui est un peu rabattue comme une calotte, et donc des traits grotesques, exagérés. Il les pensait comme des caricatures, hein, ces assemblages. Donc voilà, il expose à la demande du buffet en 25 un choix de masque à la galerie Visconti, rue de Seine à Paris, et celui-là appartenait à Breton, qui, je pense quand même, historiquement, c'est Breton qui fait découvrir quand même Jean Dubuffet, le premier. Et puis après, voilà, ces masques vont circuler dans les sphères surréalistes, et Dubuffet en a collectionné plusieurs qui sont dans la collection de la Brute. Donc ici, vous avez Guillaume II, le complice. Là, j'ai pas légendé, c'est pas bien, mais j'ai une citation de Michel Thévose qui dit les visages de Maisonneuve exercent une étrange fascination. La transposition de la figure humaine dans un registre de matériaux insolites vise d'abord à l'exempter de la personne dont elle est le support, de la libérer par conséquent du réseau de signification psychologique, de donner à voir le fonctionnement de la machine physionomique. Et les têtes de Maisonneuve vont au-delà de la caricature et de la cocasserie, elles nous font passer du sourire à une certaine forme d'inquiétude. Et c'est vrai, hein, même si on sort de sa série des Fourbes, ici vous avez le faune, il y a quelque chose d'assez hypnotisant, mais pas toujours rassurant. Voilà, tête aux larges oreilles, avec des yeux protubérants. Alors, après, on peut nommer les coquillages. Il a fait les yeux en corail. Il a le nez avec un nautile à cloison, là. La bouche avec un turbo. Et puis, ce sont des tritons qui lui font les oreilles. Là, c'est un casque cornu. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, mais il a un bille dans la bouche. Enfin, il a fait une découpe. Parce que là, il n'y a pas autant d'objets assemblés que tout à l'heure. Là, il a fait une découpe et il y a quand même une langue. Hein, c'est une columelle qui est un peu peinte en rouge, qui fait office de langue. Et puis un dernier masque qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Bordeaux, qu'il avait intitulé L'Africain, et qui a appartenu à un artiste cubiste, Edmond Boissonnet. Voilà, on reste dans cette sphère un peu surréaliste avec Magritte, une série de tableaux très très connus, hein, sur les pommes masquées,
sur lequel Henri Michaud a écrit il suffit que l'on applique à une pomme posée sur une table un masque, ou plutôt un loup, pour qu'elle regarde. Masquée, rien ne l'empêche plus d'être une personne dans cette pièce tranquille, où on ne va pas la déranger. La voilà aussitôt prête, inquiète ou décidée. Et Magritte commente ce tableau en disant que chaque chose que nous voyons en cache une autre. Nous désirons toujours voir ce qui est caché parce que nous voyons. Il y a un intérêt pour ce qui est caché et que le visible ne nous montre pas. Cet intérêt peut prendre la forme d'un sentiment assez intense, une sorte de combat, dirais-je, entre le visible caché et le visible apparent. Et c'est vrai que le thème du masque subit tout un tas de variations dans l'œuvre de Magritte, ici la valse hésitation. Bon, alors, certaines lectures en histoire de l'art disent que pour Magritte, la pomme serait une référence quand même à la pomme du Jardin d'Éden. Donc le péché, la tentation, mais aussi la condition mortelle de l'être humain. Mais en tout cas, il y a souvent voilà, ce désir anthropomorphique un peu. Et puis, il y a plein de métaphores du masque dans le travail de Magritte. Ici, un fragment de visage surprenant parce qu'il fait irruption au dos d'un crâne. Donc comme une mise à nu un peu de la psyché que la culture pourrait tendre à dissimuler derrière un masque d'éducation, de bienséance, comme ça il en parlait beaucoup, une espèce de portrait de mise à nu. Là je vous mets un autre tableau qui s'appelle la reproduction interdite, donc un homme qui regarde un miroir mais qui ne reflète pas son visage mais son dos, alors que sur la cheminée, vous le voyez en bas à droite de l'image de gauche, il y a un livre qui est Les aventures d'Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe, qui lui est reflété. Donc voilà, c'est paradoxe de la représentation. Je vous ai mis cette photo à droite parce que ce portrait il a été fait à la demande d'un mécène, Edward James. Et c'est finalement pas la photo que je vous ai mis avant, mais cette photo-là, devant une œuvre de Magritte, dans son atelier, dont il est parti pour faire le tableau précédent. Voilà, de nouveau, avec ce même mécène, des jeux de poses photographiques qui étaient toujours le préalable des tableaux de Magritte. Donc ça s'appelle L'image et son double, où il est photographié en commande de Magritte à Man Ray. C'est Man Ray qui prend la photo. Et on le voit caché derrière son propre portrait. Donc voilà, là aussi, le jeu sur les faux semblants, d'une époque où dupliquer, falsifier, c'était au cœur du travail de Magritte. Dernier exemple que j'aime beaucoup, du même mécène. Alors, c'était des commandes, donc quand même, Magritte avait une idée, mais il l'écrivait au mécène, pour lui proposer son idée et savoir s'il validait l'idée. Donc il lui demande de poser dans une posture précise, avec une pierre posée sur la table. Et c'est Man Ray, à nouveau, qui a fait cette photo-là, que je vous montre. Et puis après, en fait, Magritte imagine donc, ce qu'il a appelé le principe du plaisir, avec une espèce de paradoxe visuel, comme il aimait beaucoup, où on vient complètement perturber, altérer le familier, et on a encore cette tension entre le visible et le caché. Et ce que nous dit symboliquement Magritte, c'est qu'en peinture, le masque, ça fait partie du travail. Donc les peintres, leur travail, c'est de cacher, en même temps qu'ils révèlent, et la superposition des couches, des erreurs, des mauvaises passes, des changements de direction, des improvisations. Donc voilà, c'est presque une définition de masquer en peinture. Et puis là, moi je m'interroge parce que Magritte a souvent dit qu'il détestait peindre les visages. Et je me dis que c'était peut-être aussi un peu confortable pour lui de faire exploser ce masque de lumière sur le visage de son mécène. Parce que peut-être il y a une autre chose qui se cache dessous. Alors je passe à présent à une proche des surréalistes que j'aime beaucoup, un duo
que j'aime beaucoup, de Claude Cahun et Marcel Moore. Et je vous ai mis en exergue cette phrase de Claude Cahun: sous ce masque, un autre masque. Je n'en finirai jamais de soulever ces visages. Donc j'ai écrit un texte dans ce 303 sur la vie de ces deux femmes, qui ont un parcours de vie complètement étonnant, donc qui se rencontrent à Nantes et qui, par les hasards de l'histoire, deviennent demi-sœurs, mais aussi amantes. Donc la mère de Claude Cahun était schizophrène, elle est internée. Son père divorce et se marie avec la mère de Marcel Moore. Donc ces deux femmes, très jeunes, vont devenir demi-sœurs et tomber amoureuses. Je crois que Claude Cahun a 14 ans et Marcel Moore 17 ans à ce moment-là. Ça va leur permettre d'épanouir leur amour en avançant à couvert. Elles vont quitter Nantes, d'abord Claude Cahun, qui prend un pseudo, puis Suzanne Malherbe, donc elle s'appelait Lucie Schwab, Claude Cahun, puis Suzanne Malherbe qui va donc s'appeler Marcel Moore, deux pseudos qui sont, dans leur consonance, en tout cas orale, androgynes. Et elles vont commencer à publier des ouvrages et travailler la photographie. Donc vous voyez là, dans ce premier exemple, qui est un photomontage qui est publié dans un ouvrage qui s'appelle Aveux non avenus. La pratique du masque, elle est, comme je vous disais tout à l'heure, une pratique de réinvention de l'identité. Donc là, vous voyez le visage de Claude Cahun. Et puis, d'un côté, il y a une chenille, on pourrait dire, qui se concentre plutôt sur la bouche, et puis de l'autre, sur les yeux et les masques du haut du visage. C'est une artiste qui a beaucoup travaillé le travestissement, le changement physique. Donc elle s'est déclarée non-binaire, je crois en 1930. Elle se rasait, elle avait les cheveux roses, bleus. Breton disait que souvent, c'est elle qui le raconte, je crois qu'elle le fascinait complètement, mais elle décrit que souvent, quand elle arrivait dans un café où il y avait une réunion sur la liste, il sortait parce qu'elle le mettait trop mal à l'aise. Elle s'habillait en homme, et dans ses photos, elle se met en scène toujours en métamorphose. Donc voilà, vous avez là des thèmes qui reviennent, mais notamment le métissage, le masculin-féminin, oriental-occidental, le beau et le monstrueux, le portrait classique parfois, ce sont des portraits très classiques, mais aussi la publicité beaucoup plus populaire, les standards du cinéma, les icônes hollywoodiennes, et puis la question du collage et de l'assemblage, qui est au cœur des préoccupations surréalistes. Voilà, alors je raconte ce qui s'est passé ensuite. Donc Aveux non avenus, quand ça sort, elle y a mis beaucoup d'elle. Des textes, comme je disais, de photomontage, les photos sont prises par Suzanne, Marcel Moore, et toute la maquette a été faite par Marcel Moore. Et puis elle est très vexée, parce que c'est un échec absolument retentissant. Et en même temps, elle se rend compte que le milieu surréaliste en 1937 à Paris, quand elles partent, est en train de s'effondrer à cause de la montée du nazisme. Et donc elles vont s'exiler à Jersey. Elles achètent une ferme, la Roquaise, qu'elles rebaptisent la ferme sans nom. Et il se trouve que quelques mois après, les Allemands vont arriver sur l'île. La commandante Tour va s'installer juste à côté d'elle. Alors évidemment, il faut vous imaginer le statut de ces femmes lesbiennes et artistes. Donc, quand elles arrivent sur l'île, le masque qu'elles vont emprunter, c'est d'abandonner toute fantaisie vestimentaire, capillaire et que sais-je, et d'à nouveau prendre un masque qui les fait passer sous tous les radars. Les radars des nazis, les radars de la population locale. Personne ne savait que ces femmes étaient en couple et étaient artistes. Et puis elles entrent en résistance et elles vont mener une activité de résistante passionnante parce qu'elles vont agir comme ça de manière très diffuse. Elles ont fait un millier à peu près d'œuvres sous la forme de tracts dactylographiés. Marcel Moore parlait un peu allemand, où elles vont aller interroger la désespérance de la guerre,
Donc c'est signé le soldat sans nom. Elle dépose ça dans les capotes, enfin les vêtements militaires. Quand les soldats sont en pause, elles prennent des risques incroyables. Elle les colle sur la vitrine de la librairie nazie de Jersey, sur les barbelés des champs. Et elles essaient, je vous ai mis des exemples. Ah oui, là, donc ça c'est Gillian Wearing qui a fait un travail de réappropriation. Je vais passer plus rapidement. Ah non, je ne vous ai pas mis d'exemple de tract. Non. Par exemple, elles reprennent des poèmes de Schiller qu'elles réécrivent, ou alors elles interrogent le fait que les puissants n'en ont rien à faire, que les soldats qui sont présents à Jersey meurent ou vivent dans des conditions déplorables. Mais bref, elles essaient d'attaquer systématiquement le moral des troupes, et la Gestapo va se dire non, il y a vraiment des taupes, quoi. Parce qu'il y avait tellement de tracts, ils ont pensé que c'était une très grosse organisation qui mettait en péril leur action. Elles vont se faire dénoncer, elles vont être emprisonnées, elles vont être condamnées à la peine de mort, et elles vont être graciées in extremis à la fin de la guerre. Mais elle ne s'en remettra jamais, surtout Claude Cahun. Elle a eu trop de privations en prison, elle est devenue quasiment aveugle, et là vous la voyez, après la libération, elles sont restées sur l'île, leur maison a été complètement dévastée, et donc il y a une grande partie de l'œuvre qui a été perdue à ce moment-là. Mais elles vont quand même rester sur l'île et continuer à travailler, mais on va dire le cœur n'y est plus. Mais elle continue à se mettre en scène un peu, sous l'objectif de Marcel Moore, et là avec son chat, qui la guide dans le cimetière de Jersey, et elle portant un loup sur les yeux. Voilà, vraiment, il y a encore une vingtaine d'années, cette œuvre était très peu connue, très peu documentée. Aujourd'hui, c'est le contraire, hein. Il y a énormément de catalogues qui sont sortis, vous pouvez tout à fait retracer la vie de ces deux femmes, mais qui pour moi sont admirables dans la compréhension du masque, dans leur création artistique, mais aussi dans ce qu'elles ont dû faire pour être acceptées dans une société pour laquelle c'était un impensé, cette vie-là. Donc, voilà, Wearing, qui est revenu sur cette photo, notamment de Claude Cahun, Don't Kiss Me, I Am in Train, Don't Kiss Me, de 1927, et qu'il a rejoué, Gillian Wearing faisant beaucoup de réappropriation comme ça. Donc elle remet en scène avec un masque de son propre visage. Donc elle s'est maquillée, c'est très élaboré pour vraiment lui ressembler, mais elle a fait la même chose avec Mapplethorpe, Arbus, Warhol, etc. Et donc elle a aussi fait cette installation en hommage à Cahun, où il y a toute une réflexion, parce que pour elle, pour Gillian Wearing, les masques permettent d'être soi-même, même en portant le visage d'un autre. Et là, ce qu'elle voulait dire, c'est que ce masque, qui est son propre visage, peut être presque tout le monde, personne. Voilà, il y a beaucoup de jeux entre le je et l'autre, chez Cahun, comme chez Wearing. Et puis donc voilà, j'avais saisi une dernière citation dans Ligne de cœur. Il a beaucoup écrit, Claude Cahun. Les masques sont d'étoffes aux qualités diverses, carton, velours, chair, verbe. Le masque charnel et le masque verbal se portent en toute saison. J'appris bientôt à préférer aux autres ces deux stratagèmes hors commerce. On étudie son personnage, on ajoute une ride, un pli à la bouche, un regard, une intonation, un geste, un muscle même. On se forme plusieurs vocabulaires, plusieurs syntaxes, plusieurs manières d'être, de penser et même de sentir, nettement délimitées, parmi lesquelles on se choisira une peau couleur du temps. Voilà, donc je vais clore cette partie sur la modernité, et je vais faire une courte incursion quand même dans le champ médical, mais très courte. On a bien suffisamment de médical dans nos vies. Même parce que je voulais vous parler de ce masque de médecin que j'ai toujours adoré.
Donc c'est l'invention du masque médical qui apparaît au milieu du XVe siècle en Italie. Et ce sont les grandes épidémies de peste qui expliquent et favorisent son invention, parce qu'il est destiné aux médecins qui étaient plutôt jeunes et peu considérés, parce que c'était eux qu'on envoyait soigner les pestiférés dans la rue. Donc, il portait une combinaison de cuir que vous avez là, et un chapeau, et puis ce masque de corbeau. Alors pourquoi le corbeau? Parce que on pensait que l'épidémie était apportée par les oiseaux. Et à l'époque, le monde était pensé beaucoup pensé de manière analogique. Donc c'est Michel Foucault, par exemple, quand on parle dans Les mots, les choses. Il dit jusqu'à la fin du XVIe siècle, la ressemblance a joué un rôle bâtisseur dans le savoir de la culture occidentale. Et Foucault prend l'exemple de la noix, qui a été longtemps utilisée contre les maux de tête, parce qu'elle représente un cerveau. Ou celui de l'aconite, qui est une plante qui s'est révélée être tout à fait toxique d'ailleurs, mais qui était préconisée contre les maux touchant les yeux, parce que les graines de l'aconite, elles ont une petite pellicule, elles sont noires, elles ont une petite pellicule blanche, et on a l'impression de voir un œil avec sa paupière. Voilà, et donc dans ce bec, vous savez peut-être, dans ce masque au grand bec, les médecins de la peste, ils plaçaient du thym, des clous de girofle, du camphre, des pétales de rose, avec l'idée d'éloigner les mauvaises odeurs, qu'on appelait à cause de la peste les pestilences. Et ils étaient persuadés à l'époque que ces mauvaises odeurs, c'était elles qui véhiculaient la maladie. Donc c'était la théorie qu'on appelait des miasmes, et qui va rester en vigueur jusqu'à la découverte des microbes à la fin du XIXe siècle. Voilà, bon, peu à peu, on s'est quand même rendu compte que ces masques, par rapport à la peste, ne servaient pas à grand-chose. Et puis après, la peste, la grande épidémie, c'est le choléra. Et le choléra, c'est une contagion qui se fait par l'eau. Donc, ces costumes n'ont plus été vraiment nécessaires et sont disparus à peu près au XVIIe, XVIIIe. Bon, puis après, on a découvert les microbes. Mais il y avait peut-être quand même aussi, dans l'abandon de ce costume, le fait que, il y avait aussi des doutes ou une mauvaise presse, parce que le masque était quand même aussi associé à la tromperie et la dissimulation. Voilà, donc c'est avec Pasteur que le masque de protection s'est introduit dans le milieu hospitalier, donc bien plus tard. Je vais donc finir cette courte évocation de masques médicaux en vous glissant un dessin d'une jeune artiste nantaise qui s'appelle Aurélie Pou, qui travaille beaucoup en milieu hospitalier avec des enfants et qui nous donne ici sa version de la danse des canards, qui est un clin d'œil aussi au masque du XVIIe siècle. Alors, je poursuis avec une partie consacrée aux masques funéraires et mortuaires. Donc des types de masques qu'on a retrouvés dans les sépultures, liés à des cérémonies funèbres. Ici tout en Camon, qui est exposé dans le musée égyptien du Caire, or et pierres semi-précieuses qui datent du XIVe siècle avant Jésus-Christ. Là vous avez un masque plastron. Ici, le masque dit d'Agamemnon, que vous pouvez voir à Athènes. Ici un masque chinois, avec de grandes oreilles. Et enfin un masque funéraire en or du Pérou. Alors, quels sont les points communs entre ces différentes traditions? Elles sont toutes une façon de préserver l'image de la vie, même si cette image, elle est physionomiquement très éclectique, sculptée, stylisée. Et ça m'amène à un autre type de masque mortuaire, réalisé cette fois-ci par empreinte. Donc là, vous avez le masque mortuaire de Napoléon, enfin, un des masques mortuaires de Napoléon. L'opération, elle se faisait au plâtre, ou à la cire, ou à l'alginate. Et donc souvent, on faisait sur une personne récemment décédée, parce que il fallait que ce soit vite fait, avant que les changements soient trop importants. Alors j'ai noté que le terme image, ça vient du mot latin imago, qui désignait au départ les masques mortuaires. Donc dans la Rome antique, l'imago d'un Romain, c'était son portrait en cire placé dans la pièce principale de sa maison, l'atrium, et puis ensuite qu'on portait aux funérailles.
Donc on trouve des exemples de moulage mortuaire en cire pendant l'Antiquité romaine, qui étaient aussi destinés à servir de modèle à des sculptures en pierre taillée. À partir de la Renaissance, on a beaucoup utilisé l'empreinte mortuaire aussi pour conserver les traits des grands hommes. Il n'y a pas beaucoup de femmes là-dedans. Et puis à partir du 19e siècle, avec le développement de la médecine légale, on a fait ça aussi pour l'identification des cadavres. Donc voilà, ça c'est un des masques, je vous disais, fait après sa mort en 1821, coulé en plâtre, mais ça a fait un sujet de controverse, parce qu'il y a eu plusieurs prises d'empreintes, plusieurs masques par les différents médecins de Sainte-Hélène. Archibald Arnott, Francis Burton, François Anton Marchi, et c'est ce masque-là qui est devenu le masque officiel. Je vous fais quelques masques de stars. Newton, Alighieri, Léon Tolstoï, Walt Whitman. Et puis, peut-être la plus grande des stars, même si c'est une anonyme. C'est sans doute un des plus célèbres, hein, quand même, masque mortuaire, par empreinte, c'est celui de l'inconnu de la Seine. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Donc on ignore l'identité de cette femme. La légende veut qu'elle ait été retrouvée noyée dans la Seine à la fin des années 1880. On ne sait pas si c'est un suicide. Peut-être qu'elle est morte de la tuberculose. Certaines sources disent ça. Mais il se trouve qu'un employé de la morgue parisien a été complètement séduit par la beauté du visage de cette femme. Et il en a fait un masque de plâtre. Ou peut-être aussi parce qu'il voulait essayer de garder une trace comme pour identification du cadavre. C'est une autre piste. Mais bref, on ne sait pas qui c'est. Et puis elle était tellement belle qu'elle a été ensuite reproduite à des centaines, des milliers d'exemplaires dans le monde. Et qu'elle est devenue la femme, dit-on, la plus embrassée du monde. Parce que son visage a été donné au mannequin qui s'appelle Resusci Anne, qui a été utilisé très très longtemps pour l'apprentissage des techniques de secourisme. D'où mon image beaucoup plus contemporaine à côté. Je me demande si récemment ils n'ont pas changé ce visage-là. Mais voilà, quand vous appreniez à faire du bouche à bouche, c'était avec ce masque mortuaire. C'est quand même une histoire assez incroyable. Alors, aussi, là vous avez un atelier de masques à New York début 20e, avant l'essor de la photographie. C'était aussi, les masques mortuaires étaient utilisés pour préserver certaines caractéristiques faciales des corps non identifiés. Parce que quelquefois ça prenait très très longtemps de reconnaître un corps. Voilà, ça permettait de figer. Et puis, je voulais vous parler de cette histoire. Maintenant, elle est assez documentée, cette histoire, de l'atelier des masques des gueules cassées. En fait, il y en avait plusieurs. Hein. En France, c'était rue Notre-Dame-des-Champs, à Paris. Créé sur un modèle londonien. C'était un sculpteur anglais qui s'appelait Francis Derwent Wood. Et c'est une sculptrice américaine qui s'appelle Anna Coleman Ladd qui va créer avec son mari chirurgien un atelier similaire à Paris, ce qui s'appelait Portrait Studio. Donc ils vont commencer à réfléchir devant l'état tragique des visages de ces gueules cassées qui reviennent du front, à comment est-ce qu'on peut faire, avec quels matériaux, quelles techniques on peut faire pour essayer de cacher ou d'alléger ces mutilations qui étaient parfois affreuses. Donc, ils ont travaillé très empiriquement, mais avec des méthodes de sculpteurs. Alors, ça donne des clichés qui sont assez étonnants. Ils faisaient un premier masque, et puis après, ils comblaient les manques. Donc, un premier masque sur le soldat handicapé. Ensuite, ils travaillaient par couches et de peinture pour retrouver son teint exactement. Et puis ils adaptaient. Alors un masque, c'était 1 mois de travail. Donc ils sont allés assez lentement, le temps que ça a duré, cette chirurgie réparatrice un peu.
faut dire ça. Et puis, voilà, il travaillait aussi avec de la céramique, aussi avec du cuivre, mais le résultat était quand même bluffant hein, pour l'époque. Là, on le voit, et donc ça a sauvé la vie de beaucoup d'hommes qui étaient complètement rejetés, y compris de leur famille. Hein, donc voilà, en 11 mois, elle en a fabriqué assez peu, mais elle a quand même laissé une trace documentée. Alors, c'est assez étonnant. Donc aujourd'hui, vous avez il y a un article hein, d'une journaliste scientifique dans le 303 qui parle des techniques, qui repart de cette histoire-là, mais qui parle des techniques de sculpture en prothèse maxillo-faciale aujourd'hui. Alors évidemment, c'est plus du tout les mêmes matériaux. Ils travaillent beaucoup avec le silicone, la résine aujourd'hui. On appelle ça des épithésistes. Par contre, les techniques sont vraiment des techniques de peinture. Hein. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'épithésistes, parce qu'on ne se réveille pas enfant en disant je veux être épithésiste. Donc souvent, c'est des chemins un petit peu méandreux comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui viennent d'écoles de beaux-arts et de travail de cinéma hein, pour faire des masques et des effets spéciaux au cinéma et qui optent ensuite pour cette voie médicale. Donc ils travaillent comme des peintres avec des peintres hyper réalistes, quoi, avec des couches très fines qui colorent pour obtenir la bonne pigmentation, les détails du système veineux, les petits capillaires rouges, les taches, les grains de beauté, etc. Voilà, ça s'appelle Quand les masques réparent les visages, l'article. Et puis, je voulais vous parler de cet ovni cinématographique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Les yeux sans visage, qui est un film de Franju, Georges Franju, avec Edith Scobb, une fiction policière très très noire, hein, où le père de cette héroïne, vous voyez à l'image, qui a au cours d'un accident le visage défiguré. Ce père est chirurgien, il va tuer une jeune fille pour lui prélever son visage et le greffer sur celui de sa fille. C'est un film complètement imprimé de surréalisme et vraiment très marquant, qui est sorti en 1959. Et en 2013, la même actrice qui est morte l'année dernière, ou il y a 2 ans, Edith Scobb, on la retrouve dans le film qui s'appelle Holy Motors, donc les Oscarax, qui est un film aussi assez crépusculaire, et elle rejoue la scène de ce masque un peu effrayant qu'il y avait dans Les yeux sans visage. Voilà, on ne quitte pas tout à fait le milieu médical avec une série que j'aime beaucoup, qui est signée de la photographe américaine Diana Arbus. Elle a fait toute une campagne, elle travaille par série, cette photographe, autour de gens masqués, et plus particulièrement de malades handicapés, de femmes handicapées mentales, dans une série d'institutions. Donc elle reprend, en tout cas c'est ce qu'elle déclare, repenser à une longue tradition de représentation des fous et des monstres hein, dans la peinture ancienne. Et elle va montrer des femmes et des jeunes filles dont le corps et le visage donc sont assez marqués par notamment les signes de la trisomie, mais pas que, et qu'elle va saisir dans des moments de liberté, de jeu, où elles ont elles-mêmes fabriqué des costumes et des masques, et où on les voit jouer très spontanément, évoluer dans une lumière extérieure aussi, avec beaucoup d'insouciance, mais aussi une sorte de mélancolie, hein, comme souvent chez Diana Arbus, avec des masques étranges, parce qu'il y avait aussi, elle les prend aussi au moment d'Halloween. Donc voilà, aussi comme pour souligner cette mise en abîme hein, de ceux que la société rejette, et à l'époque ils étaient vraiment très rejetés une fois en institution, considérés un peu comme des monstres, qui eux-mêmes se griment et se masquent d'habits de monstres. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez le travail de cette photographe. Son style, c'est vraiment le 6x6, format carré, noir et blanc, qui emprisonne un peu le modèle, et puis toujours le regard droit dans l'objectif, hein, des choses assez frontales comme ça. Une très belle série. Et elle écrit « J'ai pris des photos formidables, celle de la fête d'Halloween dans le New Jersey,
ces femmes retardées mentales. Les photos sont assez floues, très inégales, mais certaines sont magnifiques. C'est enfin ce que je cherchais. Et j'ai l'impression d'avoir découvert la lumière du soleil, la lumière hivernale. En fin d'après-midi, elles sont si lyriques et tendres et jolies. Voilà, j'enchaîne avec une autre facette de la fonction masquée, qui est l'action politique. Donc, elle est complètement présente dans la genèse des carnavals, hein, où on revendiquait, on brûlait, sous couvert d'anonymat masqué, notamment des effigies politiques mal aimées, et ça continue. Et aujourd'hui, il y a une figure qui incarne la résistance masquée, c'est ce masque de Guy Fawkes, qui est une représentation stylisée du personnage historique Guy Fawkes, donc qui est devenu un symbole planétaire de protestation. Donc là, vous avez les Anonymous. Donc un masque qui a été fait d'après ce visage dessiné par David Lloyd pour la série de bande dessinée qui s'appelle V pour Vendetta. Donc un large sourire, des joues rosées, une moustache très très dessinée. Guy Fawkes, c'est le membre le plus connu de la conspiration des poudres, qui est une tentative échouée de destruction de la Chambre des Lords à Londres en novembre 1651. Et alors, les représentations varient, mais quand même, ça reste souvent assez fidèle à V pour Vendetta, où l'auteur décrit une société de surveillance qui ressemble beaucoup au 1984 d'Orwell, ou à l'ouvrage de Bradbury, Fahrenheit 451 aussi. Voilà, le masque de protestation, donc souvent brandi par voilà, des rebelles, des anarchistes, etc. Je voulais juste vous montrer deux images un peu tristes pour que vous voyez l'envers du décor. Ça, c'est là où il est fabriqué. Notamment, parce qu'il n'y a pas que ces usines-là, mais des usines au Brésil où les gens sont exploités, très mal payés. Mais voilà, ça reste un signe fort de révolte. Et je voulais introduire des choses qui donc, rentrent plus dans le champ de l'art contemporain, où la lutte masquée, elle prend de nombreux visages. Et je voulais vous parler de cette artiste, Heather Dewey Hagbord, qui, elle, génère des visages, des masques, à partir d'échantillons d'ADN. Donc, à partir d'un même échantillon d'ADN, elle travaille avec un labo de biotechnologie. Elle collecte l'ADN, on peut le collecter, à partir du moment où on a la technologie, on peut le collecter dans un mégot de cigarette, un chewing-gum, partout dans la rue. Donc elle collecte des objets comme ça, et puis elle génère ensuite des visages possibles qui correspondent à l'ADN collecté. Pourquoi elle fait ça un peu comme une enquête policière, avec donc des documents, des choses qui peuvent faire penser au labo scientifique. Et puis ces visages qui sont, eux, complètement hyper réalistes, hein, avec les dernières technologies. Pourquoi elle fait ça? Justement pour dénoncer, lutter contre l'utilisation de ces technologies qui sont, on estime, fiables à 51% dans le cadre de ce qu'on appelle le phénotypage médico-légal. Mais ça, c'est déjà utilisé, hein, notamment beaucoup aux États-Unis, dans le processus d'enquête policière. Or, ce que dit cet artiste, et ce que démontre cet artiste, c'est qu'il est quand même, encore aujourd'hui, très difficile de prédire le visage de quelqu'un avec exactitude à partir de son ADN. Et puis que dans les critères qu'utilisent les logiciels, hein, il y a des paramètres qui sont un peu questionnables. Donc, c'est quoi l'idée d'un visage féminin? Dans les technologies, on est obligé de rentrer du code. Et c'est vraiment assez problématique de définir une essence biologique, ou un genre par son essence. Mais ça donne des installations qui sont assez étonnantes. Donc là, par exemple, on a l'interprétation d'un seul ADN. Et comme on a ce flottement à 51%, ça peut être tous ces visages. Parce qu'elle explique, cette artiste, que
il y a 6 milliards de paires de bases dans le génome humain, et la plupart, on les partage tous, en fait. Et qu'après, nos variations, elles se situent dans des régions, des espaces entre nos gènes qui n'ont pas toujours de fonction connue et qu'on n'identifie pas forcément avec ces technologies. Alors je vous invite là aussi à aller voir le travail très scientifique, très passionnant de cet artiste, qui est dans une autre forme d'utilisation de l'idée du masque et de lutte politique. Ici, donc un autre artiste s'appelle Leonardo Selvaggio. Lui, il utilise les masques pour contrer la vidéosurveillance. Donc il a lancé ce projet qui s'appelle URM Surveillance, qui est assez simple. Donc il y a, lui, ce qu'il porte là, c'est son propre masque, son visage dupliqué par le biais d'une imprimante 3D, donc quelque chose de, là aussi très très réaliste, et en silicone, donc une prothèse quoi. Et il a dupliqué une version papier de son même visage et lancé une campagne pour dire à tous les gens qui ne pouvaient pas manifester, dans les pays notamment comme en Chine, il y a un système de reconnaissance, des logiciels de reconnaissance faciale déjà en place et qui condamnent les manifestants. Il a autorisé les manifestants à utiliser son visage. Et comme ça, comme il aurait été à plein d'endroits de la Terre en même temps, il n'y a plus de capacité à le traquer. Donc voilà, ça donne ça, dans la version très primitive en fait, qui est juste une impression d'imprimante sur papier. Voilà pour cet artiste. Avec une toute autre approche, mais j'ai vu, donc vous l'avez mis sur le document pour le public, ça c'est un autre projet du même artiste, s'appelle Théo Mercier, spécifiquement créé pour le musée de l'homme, donc a été très transformé en 2015, mais il reste quand même de son passé quelques classifications, et puis de toute façon, derrière tous les musées ethnographiques, il y a des origines coloniales. Donc, lui choisit d'attaquer par ce biais et de coloniser le musée, on pourrait dire, pour essayer quand même de réinterroger certains aspects. Donc là, ce que vous voyez, c'est un amas de masques de pacotille, mais qu'on voit encore partout dans les puces. La dernière fois, c'était à Bruxelles, la place du jeu de balle, il y en avait mais plein. Donc il a acheté plein de masques comme ça, qui font penser à des masques africains, mais je suis sûre que la moitié c'est fabriqué en Chine, presque. Ça nous rappelle quand même que très longtemps, et moi je me souviens d'exemples, il y a longtemps quand même, 20-30 ans, on continuait à pouvoir mettre des masques sans titre, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a appelé son installation. Il n'y avait pas de date, il n'y avait pas de provenance, c'était juste un accessoire d'exotisme un peu. Donc voilà, il interroge ça. Et il a fait aussi toute une série qu'il a appelée Idole du village global, où il croise, il hybride des formes réelles de masques avec des extensions. Et son idée, donc ça il a travaillé cet ensemble de masques entre Paris et Mexico, c'est d'essayer d'échapper notamment au système de lecture binaire, et puis d'aller aussi beaucoup plus vers un mélange entre animal et humain, masculin, féminin, primordial, futuriste, enfin voilà, de brouiller les pistes. Puis il y a aussi une dimension relativement comique dans le travail de Théo Mercier. Voilà, insuffler du trouble dans le genre et l'identité dans ses idoles, avec des choses très quotidiennes, et notamment des tubes en PVC. Voilà, les désacraliser aussi, les faire danser, les transformer en instruments de musique. Et puis, je vous ai remis l'œuvre qui figure sur votre document. Ça s'appelle Gold War Wall.
C'est une fresque qui rassemble donc 300 reproductions de masques, qu'il a glané dans plein de sources iconographiques, donc des livres d'histoire, des collections ethnographiques, un peu du monde entier. Il a travaillé avec un atelier mexicain qui s'appelle Teen Art, qui est un atelier spécialisé en réalisation d'ex-voto. Et donc ils ont martelé ces masques en laiton. Et c'est très impressionnant. Hein. Donc là, on a donc, le dieu Arès, des guerriers tribaux, des cases de chevaliers, mais aussi des masques à gaz. On a tous les masques de toutes les guerres. On a l'impression d'avoir ça, parce que c'est très grand. Et donc il y a une sorte de commémoration, enfin il y a un effet de commémoration assez étrange quand on voit cette... Mais une image commémorative, mais atemporelle ou transtemporelle, transgéographique de l'histoire de toutes les guerres. Et puis ça confine aussi, parce qu'il y en a beaucoup, à l'industrie touristique. Hein. Enfin, quand on va au Mexique, il y a plein d'objets touristiques, d'ex-voto qu'on peut acheter. Et voilà, il y a beaucoup de lectures possibles de cette grande installation qui est à la fois très lumineuse, très belle, très scintillante. Et quand on pense à tout ce que ça veut dire derrière, de carnage dans l'histoire de l'humanité, c'est beaucoup moins scintillant. Voilà, il n'y a pas longtemps, un artiste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Vincent Auger, a fait une installation où on discutait avec lui, parce qu'il y avait là non pas des masques, mais des casques, et avec un peu la même envie de croiser des formes très anciennes. Donc il y avait des casques de samouraïs, mais aussi de cavaliers médiévaux, avec des choses qu'on pourrait croire issues de nos manifs. Hein, quand on voit la carapace des CRS aujourd'hui, où finalement il y a un invariant du casque ou du masque belliqueux qui est assez étonnant. Et des choses qui n'ont pas finalement tant changé que ça. Enfin voilà, cette réflexion entre des grandes dialectiques, passé, futur, vie, mort, artisanale, industrielle, profane, sacrée, que je trouve plutôt intéressante dans ce travail. Il faut que je regarde l'heure. Il faut que j'accélère. Donc là, je vais aller très vite. On quitte la politique, mais pas vraiment. Donc c'est une section que j'ai appelée Masque et trouble, parce que j'ai quand même fait une famille d'artistes dont le travail est très axé sur le port du masque ou sur le masque, mais qui introduisent par cet accessoire-là voilà, le trouble, la question du trouble. Alors elle, vous la connaissez sans doute, je ne sais pas, Cindy Sherman, qui depuis les années 80, donc ça fait très longtemps, se prend comme unique modèle et décline son identité. Alors ce sont des autoportraits, hein, parce que c'est elle qui travaille en studio sur elle-même, mais elle s'est tellement perdue, enfin, d'une certaine manière, elle s'est dissoute dans la multiplicité des masques qu'elle a portés. Elle a commencé par incarner des rôles un peu issus de la femme américaine stéréotypée dans les films des années 50-60. Et puis donc je vais défiler assez vite. Donc là on a des héroïnes qui sont plus dans des clichés de films de science-fiction, des films d'horreur, le travestissement et l'identité, la transidentité. Elle a aussi balayé tout un pan de l'histoire de la peinture. Donc progressivement, ces masques se sont étoffés, ces costumes. Elle a même maintenant énormément de parties augmentées de son corps, des greffes, des prolongements. Et c'est toujours elle. Et en même temps, c'est jamais elle. Donc c'est vraiment l'incarnation de la métamorphose à l'infini, grâce donc au port du maquillage, aux perruques, aux costumes et aux prothèses. Alors, ça pose là aussi
cette multiplicité d'identités anonymes, la question de la quête, hein, pourquoi faire ça pendant 40 ans, et encore, oui, c'est plus que ça. Qu'est-ce qu'elle dénonce dans les travers, les faux-semblants, les conditionnements de la représentation, et une forme aussi de résonance féministe. Ça renvoie parfois à des choses inquiétantes, mais qui sont en même temps entremêlées de divertissement et voilà, dénonciation des stéréotypes, et aussi qu'est-ce qu'on recherche. Alors dans la beauté en peinture, la manière dont elle pousse tous les curseurs vers l'extrême, ça fait beaucoup réfléchir à ces modèles de Madone, etc. Tout comme ça fait beaucoup réfléchir de voir ces femmes américaines à la repiquée des années 80, 90, 2000, et ce qu'elles vont chercher dans cette espèce de perfection, de beauté, qui est une laideur. Enfin, voilà, ça pose toutes ces questions-là. Les dernières œuvres de Cindy Sherman, ce sont des travaux qu'elle poste sur Instagram, où elle se fait passer avec des filtres qui normalement sont faits pour améliorer nos peaux, nos grains, nos rides, etc. Et elle, comme elle pousse tout, c'est pareil, à l'extrême, c'est éprouvant. Voilà, c'est pareil, c'est le questionnement du filtre comme masque. Donc voilà, elle a presque tellement démultiplié son identité qu'elle a disparu derrière ses avatars. Et il y a une autre artiste française qui travaille là-dessus, assez proche. C'est Valérie Belin, qui travaille vraiment l'inquiétante étrangeté, comme disait Freud dans ses photographies. Elle analyse en permanence une espèce de sensation étrange d'un contenant à la vue d'un contenant qui serait vidé de son contenu humain. Donc, vous allez comprendre. Hein. Donc, ce sont des sosies de Michael Jackson qu'elle photographie. Et donc, on est vraiment dans une mise en abîme du simulacre. Hein. Michael Jackson étant lui-même presque un masque de lui-même. Et ces personnes se retransforment en masques, de masques presque. Voilà, et quand on les voit, on a l'impression d'être au musée Grévin. C'est très dérangeant, parce qu'on ne pense pas que ce sont des vraies personnes. Voilà, je défile assez rapidement pour avancer. Mais un travail fascinant. Alors, elle fait la même chose avec des objets. Alors, là, des masques, mais qui sont, on le voit quand même, c'est vraiment des masques de carnaval, un peu impérialistes, pas tant que ça. Et la manière dont elle les prend, ils prennent presque vie. Enfin, il y a quelque chose d'un peu inquiétant. Voilà, pour le travail de Valérie Belin, Fantomas, des clowns qui sont toujours quand même très bizarres. Et donc voilà, je vous engage, elle a beaucoup travaillé avec, sur la question du genre, elle a fait toute une très très belle série sur des femmes noires. Elle interroge la manière dont les surréalistes notamment, hein, mais pas que, ont photographié ces corps noirs et les ont stylisés pour aller vers la sculpture. Et elle réinterroge les projections, hein, sur ces corps photographiés. Mais bref, c'est un travail vraiment passionnant. Là, par exemple, ce sont des mannequins, donc des objets, mais qui ont été moulés sur des mannequins humaines. Et voilà, on est dans ce trouble du sujet. Et puis là, vous l'avez en ligne, donc n'hésitez pas. Pierre Huyghe, qui a fait cette vidéo incroyable de 19 minutes en 2014, c'est parti d'une vidéo virale qu'il a vue sur internet dans un resto à Fukushima, je crois. Il y a un petit singe, un petit macaque qui sert les gens habillés en petite fille et portant un masque de petite fille. Et c'est le singe qui sert. Et donc cette vidéo a fait le tour d'internet et Pierre Huyghe a retrouvé le restaurant, a retrouvé ce petit singe et le met en scène dans un décor qui semble être quand même un restaurant, mais complètement vide. C'est très crépusculaire.
on voit des motifs d'arbres, on sent bien que c'est quand même japonais. Et puis il y a ce petit singe qui est là encore habillé en fille, mais avec un masque du théâtre Nou. Et on est à un endroit de l'interprétation. Ça, c'est le petit singe d'origine. Voilà. Qu'est-ce que ça installe comme trouble? Qu'est-ce que ce travestissement révèle d'actes de cruauté? Ou est-ce qu'au contraire, on est dans une plus grande empathie? Ça pose énormément de questions sur la manière dont on traite le genre animal, sur ce que peut penser de ce qui lui arrive, ce singe. Voilà. Je vous conseille de regarder cet incroyable objet filmique. Alors, Pierre Huyghe, il est connu pour ce type d'hybridation. Je dérive un peu par rapport au masque, mais j'avais quand même cette sensation d'une sculpture qui portait un masque. Il fait intervenir énormément d'organique dans ses expos, et notamment, il a fait donc pousser cette ruche sur la tête d'une sculpture dans un parc où il est intervenu à la Documenta. Je vais faire ça, je vais faire tout en accéléré. Et la figure du masque, c'est aussi la figure du sauvage. Donc je vous ai mis toute une série de photographies de Charles Frégé qui documente depuis, je pense, une vingtaine d'années maintenant, des masques et des costumes de carnaval, où il met en scène, donc hors temps de carnaval, des personnages dans un environnement naturel, qui ont des masques incroyables et qui sont souvent des survivances, voire des résurgences de coutumes très anciennes qui ont souvent été étouffées, hein, voire empêchées. Donc voilà, ça on se dirait, c'est en Espagne. Bon là, il a fait toute une campagne au Japon, hein, Yokai no Shima, très très belle, en 2013. Donc ces masques étaient censés faire peur, hein, quand même, souvent aux enfants. Les cohortes de gens costumés déboulaient dans les villages, tapaient aux fenêtres, tapaient aux volets pour annoncer la récolte prochaine, la tombée de la neige. C'était très lié aux saisons. Donc là, c'était en Haïti, Cuba, 2014, et donc ça parle aussi d'énormément d'hybridation, parce que là donc c'était les esclaves libérés, hein, qui faisaient ces mascarades, et qui hybridaient la culture de l'oppresseur, hein, avec leur propre culture. Ça s'appelle Cimarron, cette série. Mais voilà, son site internet, hein, si vous voulez aller voir, est extrêmement bien fait et bien documenté. Et maintenant, il y a beaucoup de corpus de différents pays, avec ces forces parfois très syncrétiques. La dernière série qu'il a montrée l'année dernière au musée du château des Ducs à Nantes, c'était sur l'Inde. Et là encore, vous avez des masques complètement phénoménaux. Donc, dans cette tentation du sauvage, rapidement, quelques petits minuscules masques de Laurent Le Dumf, que vous avez vu passer récemment entre vos murs, qui a fait des tout petits masques avec un petit bout de noix de coco, avec une petite noix, quelques plumes ramassées là, qui sont très touchants. Et puis, il y avait l'irruption du paysage, hein, dans le corps, avec John Stezaker, donc intervention minimale, proche, hein, de collage d'esprit surréaliste. Et toute une série où là encore, hein, on fonctionne un peu aussi par pareidolie. On resitue un visage à cause des arcs du pont, de la pile qui fait le nez, etc. Mais on a cette espèce, voilà, d'irruption d'une forme de sauvage, de naturel, dans le visage de ces acteurs. Il a travaillé avec des cartes postales d'acteurs des années 40-50, des cartes postales promotionnelles pour les diffuser, pour trouver des tournages. Et là, évidemment, on ne peut plus les reconnaître. Et puis, toute une série d'une artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nicole Eisenman, qui débute sa carrière à New York dans les années 90,
qui va dans la performance, des installations de dessin proliférantes, plein de télescopages, et une série de masques extrêmement bruts, avec de l'alu, mais pas seulement, qui est vraiment magnifique. Voilà, là aussi, très rapidement, mais ça vous donne des pistes si vous ne savez pas quoi faire demain matin. Vous pouvez prolonger. Et puis je termine sur cette pseudo-figure du sauvage, abordée ici par Mathieu Mercier, qui travaille beaucoup la citation, le sampling, le recyclage, et il emprunte, il fait des synthèses, des fusions de référents. Et ici, donc, il prend un masque de baseball et il le couvre d'un pelage de serre-câble en plastique. Et donc, on a un assemblage très simple qui crée un rapport direct entre rituels liés au sport et codes plus attribués aux arts primitifs. Par exemple, il socle. Dans cette série, il socle beaucoup. Et en faisant ça, directement, nous, quand un objet est soclé, on ne le regarde pas pareil. Donc, il est forcément déjà un peu muséifié. Et il nous invite à réfléchir aussi sur des formes de fétichisme de l'objet. Donc voilà, et là je vais passer plus vite, c'était une installation de Jimmy Durham qui reparle de... il a refait tout un musée pour la Suisse et 2 thèmes folkloriques qui en Suisse ont été très très violemment étouffés. Vous aviez ces masques, hein, donc il y a quand même des choses qui sont restées. Jimmy Durham, lui, lui-même il est décédé récemment, mais il est artiste cherokee, donc il endosse une histoire amérindienne très lourde, et il est allé sortir, alors il en a refait, hein, là c'est lui qui a refait ce masque, mais il est allé sortir tous ces masques. Alors comment ça s'appelle? Est-ce que je l'ai noté? Ce carnaval de masques grotesques, ça s'appelle le Lutschental, ça a commencé au 19e siècle. Donc les créatures s'appellent les Chagata, et ça, pareil, individus masqués sauvages qui déferlent dans la vallée à la nuit tombée, effrayant tous ceux qui les croisent. Et ça a été interdit, hein, comme beaucoup de folklore. Alors lui, il s'est moqué, du coup, il a fait un musée à la Suisse avec des montres, des bonnets avec des logos de banques, etc., etc. Et puis ma conclusion, où je voulais finir, dans l'intro, je vous disais qu'à partir du milieu du 19e siècle, la photographie fait apparaître le visage des foules, mais qu'à cette époque-là, il y avait des moyens de transport qui étaient encore balbutiants, et que les sociologues et les historiens, ils ont compté que dans une vie entière, un homme ou une femme du milieu du 19e siècle voyait à peu près 3000 visages. Et donc je suis partie de cette remarque pour dire qu'aujourd'hui, nous, Facebook, Instagram, etc., les 3000 visages, il y a plein de gens, surtout adolescents, ils les ont dans la journée à peu près. Et ça m'a amené aussi à la question des selfies. Donc ça, c'est un mot très récent, hein, quand même. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est là depuis beaucoup plus longtemps, mais c'est 2013 où on pose un mot sur cette activité parce que l'iPhone d'Apple est doté d'une petite caméra au dos, donc à partir de 2010. Et puis après, on peut commencer à diffuser directement sur les plateformes de diffusion ces portraits en direction d'inconnus. Donc avec des hashtags, des émoticônes, etc. Donc un portrait augmenté. Et qu'est-ce que le masque vient faire là-dedans? C'est pour moi, en fait, quand on voit, je ne sais pas si vous avez des enfants ou des petits-enfants, la pratique du filtre et donc de cette sorte de masque, elle est extrêmement répandue. Donc les applications Insta, ont des filtres dans tous les sens. Donc il y a toujours des craintes par rapport à ce narcissisme. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'inquiètent de ce déferlement quand vous allez en tant que touriste dans un musée ou maintenant dans des villes touristiques comme Venise, etc. On voit plus de téléphones que le paysage, quoi. Et avec des gens qui se photographient toujours au premier plan, ou quasi. C'est assez hallucinant.
Donc voilà, cette question de la névrose narcissique de notre société, des représentations du visage qui se bouclent sur elles-mêmes. Donc on ne va plus vérifier dans le regard des autres, ce qui peut être une inquiétude de certains analystes, mais dans cet immense brouhaha de selfies, où il y a beaucoup de stéréotypes, il y a aussi des tendances un peu inédites, et peut-être des masques d'un nouveau genre, des masques virtuels, donc, comme je vous disais, qui sont tous créés à partir de filtres qui permettent quand même d'endosser pour plein d'ados une personnalité qui leur permet de sentir mieux, et puis qui leur permet aussi de se connecter à des caractéristiques hybrides, non humaines. Donc il n'y a pas tout à jeter. Donc voilà. Il faut rester quand même dans cette pensée du masque omniprésent, mais d'un masque qui se serait virtualisé. Et je voulais finir, parce que moi, voilà, ça me dépasse un peu techniquement, mais on parle beaucoup d'IA en ce moment, et notamment de ce qu'on appelle le deepfake, technologie d'intelligence artificielle, qui sert à superposer des fichiers vidéo ou audio sur des fichiers existants, et notamment de poser des visages de personnes pour leur faire faire ou dire des choses qu'ils n'ont absolument pas ni faites ni dites, et que ça devienne indétectable. Donc voilà, la question du masque et des intelligences artificielles, je pense, ça fera l'objet d'une conférence dans le futur. Merci beaucoup, désolée d'avoir débordé.